peuples qui vivent dans des maisons suspendues aux arbres, à plus de 30 mètres de hauteur, car ils croient qu'en bas, quelque chose pourrait les tuer. Des lieux si isolés et si dangereux que la jungle elle-même a décidé de réduire la taille des corps humains pour leur permettre de survivre. Des guerriers qui portent dans leur sang une protection génétique que la médecine ne parvient toujours pas à expliquer. Une île et une tribu où s'aventurer signifie ne plus jamais revenir. Et des peuples qui ont survécu pendant des milliers d'années aux pires catastrophes naturelles, car leur isolement leur a appris à écouter des signaux d'alerte que le reste de l'humanité n'a jamais su entendre. Voici Monde sans censure. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les tribus les plus reculées et isolées de la planète. C'est parti! Numéro 9. Les Sentinelles, la tribu la plus dangereuse du monde. En novembre 2018, un missionnaire américain du nom de John Allen Shaw a payé plusieurs pêcheurs locaux pour qu'ils l'emmènent de nuit sur une île que le monde entier considère comme l'endroit le plus dangereux de la Terre. Son objectif était d'entrer en contact avec la tribu la plus isolée, la plus hostile et la plus reculée de la planète, et de lui faire partager sa foi. Il a ramé seul jusqu'au rivage en kayak, en évitant les patrouilles de surveillance. On ne l'a plus jamais revu vivant. La raison pour laquelle ce peuple a agi ainsi est simple, mais en même temps troublante. Ils ne veulent pas de nous près d'eux. Et cela fait des milliers d'années qu'ils le font clairement savoir. Voici l'île de Sentinelle du Nord, et voici les Sentinelais. Au cœur de l'océan Indien, au sein de l'archipel des îles Andaman, se trouve un territoire auquel personne ne peut s'approcher sans risquer sa vie. Cette île, administrée par l'Inde, est habitée par l'un des peuples les plus isolés et les plus extrêmes de la Terre. On estime qu'ils vivent dans cette même partie de la jungle, sans aucun contact avec d'autres groupes humains, depuis plus de 50 000 ans, avant même l'apparition de l'agriculture, avant même que les premières cités de la planète n'existent. Les sentinelles étaient déjà là, menant une vie pratiquement identique à celle qu'ils mènent aujourd'hui. Ils ne cherchent pas le contact, ils ne veulent pas de visiteurs, et ils ont clairement fait savoir, génération après génération, qu'ils protégeraient leur territoire contre toute intrusion. C'est pourquoi quiconque tente de débarquer sur leur plage se heurte à une riposte immédiate. Cela s'est déjà produit et l'issue a toujours été la même. C'est pourquoi beaucoup la considèrent comme l'endroit le plus inaccessible de la planète. Sentinelle du Nord est l'île habitée la plus proche du reste de l'archipel des îles Andaman, à peine à quelques kilomètres des zones touristiques avec leurs hôtels et leurs complexes de vacances. Mais atteindre ces côtes est pratiquement impossible. Impossible, car cet endroit est protégé par la législation indienne, qui interdit de s'approcher à moins de 5 kilomètres de l'îlot, mais surtout parce que ses habitants défendent leur territoire avec une fermeté absolue. À peine 120 km² de forêt tropicale dense, presque inexplorée, où même les images satellites n'ont pas réussi à révéler grand-chose de plus que le tracé du littoral. Aujourd'hui, aucun bateau ni drone ne peut survoler ou s'en approcher sans risque. L'île est surveillée par ses propres habitants et son accès est strictement contrôlé afin de garantir que le monde moderne n'envahisse pas ce dernier refuge humain presque intact. La raison de ce refus n'est pas un caprice, c'est la mémoire. Au cours du XXe siècle, plusieurs tentatives de contact ont été menées par des explorateurs, des anthropologues et des missionnaires. À certains moments, des gestes de rapprochement, des échanges d'objets ou des signaux à distance ont semblé se produire. Mais ce contact a eu des conséquences dévastatrices. Des maladies courantes pour nous, telles que la grippe ou des infections bénignes, se sont révélées dangereuses, voire mortelles, pour une communauté restée isolée pendant des millénaires. Ces maladies, si bénignes pour la plupart d'entre nous, ont causé des décès parmi les sentinelles, car leur isolement séculaire avait privé leur système immunitaire de toute défense face à des virus et des bactéries auxquels ils n'avaient jamais été confrontés auparavant. Depuis lors, toute tentative d'approche a été interprétée comme une menace.
les sentinelles se sont repliés encore davantage sur eux-mêmes, convaincus que tout contact avec des étrangers est synonyme de maladie et de mort. Un danger qu'ils ne pouvaient pas comprendre, mais dont ils ont fait l'expérience directe. Ce souvenir douloureux s'est transmis de génération en génération, et c'est la principale raison pour laquelle ils défendent aujourd'hui leur isolement avec tant de fermeté. Aujourd'hui, leur population est réduite, probablement comprise entre 50 et 200 personnes selon les estimations les plus récentes des anthropologues indiens. Et tout contact non contrôlé pourrait mettre en péril la survie de tout le groupe. Ils vivent sans technologie moderne, chassant à l'arc et à la lance, cueillant ce que la forêt et la mer leur offrent, exactement comme le faisaient leurs ancêtres il y a des dizaines de milliers d'années. Ni électricité, ni métal, ni aucun outil qu'ils ne puissent fabriquer eux-mêmes avec ce que l'île leur donne. Tandis que le monde moderne observe de loin, Sentinelle du Nord est toujours là, sans Internet, sans route, sans avoir besoin de nous. Peut-être ne sont-ils pas ceux qui sont isolés. Peut-être sommes-nous, nous, les isolés, d'un mode de vie que nous ne comprenons plus. Si vous appréciez la découverte de ces réalités, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime. Cela nous aide énormément à continuer à créer ce genre de contenu chaque semaine. Mais si vous pensez qu'un isolement de 50 000 ans est difficile à imaginer, la tribu suivante de cette liste démontre que cet isolement peut prendre une dimension presque surnaturelle. Car dans la mer d'Andaman, il existe un peuple qui a appris à écouter l'océan avec une telle précision qu'il a été capable de prédire l'un des tsunamis les plus dévastateurs de l'histoire moderne, alors que des milliers de personnes autour de lui n'ont rien vu venir. Numéro 8. Les Moken, la tribu qui a écouté l'océan et a survécu à la fin du monde. Dans la mer d'Andaman, entre les côtes de la Thaïlande et de la Birmanie, vit un peuple que les marins de la région appellent les gitans de la mer, les Moken. Environ 3000 personnes qui, depuis des siècles, vivent sur des bateaux en bois, se déplaçant d'île en île sans jamais s'établir en un lieu fixe, sans adresse permanente, sans terre à eux, sans autre foyer que l'horizon. C'est précisément ce déracinement total qui fait des Moken l'une des dernières tribus véritablement nomades de la planète. Ils n'ont pas d'adresse postale, ils n'ont pas de pièce d'identité dans la plupart des cas. Pour les gouvernements thaïlandais et birmanes, pendant longtemps, ils n'existaient tout simplement pas dans aucun registre officiel. Tout un peuple vivant en marge de toute carte administrative, en plein XXIe siècle. Les Moken passent entre 8 et 9 mois par an entièrement en mer. Leurs embarcations, appelées kabang, sont construites à la main à partir d'un seul morceau de bois et sont conçues pour servir à la fois de bateau, de cuisine et de chambre à coucher pour toute une famille. Ils naissent en mer, ils apprennent à nager avant de marcher, et beaucoup d'entre eux meurent en mer sans avoir jamais dormi plus de quelques nuits d'affilée sur la terre ferme. Leur connaissance de l'océan est sans équivalent parmi tous les peuples marins étudiés à travers le monde. Ils connaissent les courants, les vents, les fonds marins et les marées de chaque recoin de leur territoire, avec une précision qu'aucun instrument moderne n'a réussi à surpasser dans leur région. Ils savent déchiffrer la couleur de l'eau pour déterminer la profondeur sans la mesurer. Ils savent s'orienter la nuit grâce aux étoiles, avec une exactitude que les navigateurs occidentaux ont mis des siècles à atteindre à l'aide d'une boussole et d'un sextant. Mais ce n'est pas tout ce savoir qui a fait des Moken une légende mondiale. Ce qui les a rendus légendaires s'est produit le 26 décembre 2004. Ce matin-là, un séisme de magnitude 9,1 au large des côtes de Sumatra a provoqué le tsunami le plus dévastateur du XXIe siècle. Les vagues ont atteint jusqu'à 30 mètres de hauteur. Elles ont balayé des côtes entières en Indonésie, en Thaïlande, au Sri Lanka et en Inde. 228 000 personnes ont péri en quelques heures. Les îles où vivaient les Moken se trouvaient directement sur la trajectoire des vagues. Et pourtant, lorsque les équipes de secours sont arrivées quelques jours plus tard sur ces îles, s'attendant à retrouver la même horreur qu'elles avaient vue partout ailleurs, elles ont découvert quelque chose qu'elles ne pouvaient expliquer. Les Moken étaient en vie,
pratiquement tous. Ils s'étaient réfugiés sur les collines plusieurs heures avant l'arrivée de la première vague. Non pas parce qu'ils avaient des téléphones, non pas parce qu'ils avaient reçu une alerte, mais parce qu'ils avaient su lire la mer. Les anciens Moken ont reconnu des signes que leurs ancêtres leur avaient appris à identifier dès leur plus jeune âge. La mer s'est retirée de manière anormale. Les dauphins s'étaient éloignés vers les eaux profondes. Les oiseaux avaient cessé de voler selon leurs schémas habituels. Pour n'importe quel touriste occidental présent sur ces plages ce matin-là, tout semblait être une matinée comme les autres. Pour les Moken, chacun de ces signes était un mot dans une langue qu'ils apprennent à lire depuis des milliers d'années. Lorsque les chercheurs sont arrivés pour étudier ce qui s'était passé, les anciens Moken ont décrit la situation avec une clarté qui a laissé les scientifiques sans réponse immédiate. Ils ont évoqué le Labung, l'esprit de la mer dans leur tradition orale, une figure qui décrit exactement le comportement de l'océan avant un tsunami. Non pas comme une métaphore, mais comme un manuel de survie transmis de génération en génération depuis des milliers d'années. La science moderne, avec tous ses satellites et ses capteurs, n'a pas pu alerter à temps 228 000 personnes. Le savoir oral d'un peuple sans électricité ni Internet n'en a perdu aucune. Aujourd'hui, les Moken subissent une pression énorme. Les gouvernements thaïlandais et birmanes les ont progressivement poussés vers la terre ferme, vers des campements fixes, vers l'école et les papiers d'identité. Beaucoup de jeunes Moken n'apprennent plus à lire la mer comme le faisaient leurs grands-parents. Aimeriez-vous posséder le super-pouvoir des Moken, lire la nature avec une telle précision que vous puissiez anticiper n'importe quelle catastrophe? Dites-nous oui ou non dans les commentaires. Si tu penses que vivre en permanence en mer est une forme extrême d'isolement, attends de découvrir la tribu suivante, car au cœur de la jungle la plus impénétrable de Nouvelle-Guinée, il existe un peuple qui a décidé de s'éloigner tellement du sol qu'il a construit tout son univers à 30 mètres de hauteur. Numéro 7. Les Korowai, le peuple qui vit à 30 mètres du sol. Imaginez une tribu où les enfants apprennent à marcher à 40 mètres de hauteur, où une chute peut être mortelle, et où le sol, cet endroit où nous nous sentons tous en sécurité, est pour eux le royaume des morts. Cette tribu existe, et elle s'appelle les Korowai. Au cœur de la jungle marécageuse de Papouasie, à l'extrême est de l'Indonésie, se trouve un territoire si dense et si difficile à traverser que, jusqu'en 1974, le monde extérieur ignorait même qu'un peuple y vivait. Une communauté d'à peine quelques milliers de personnes réparties en petits clans familiaux, séparés les uns des autres par des kilomètres de marécages et de végétation qui rendent tout déplacement presque impossible. Et ce qui surprend le plus chez les Korowai, ce n'est pas leur mode de vie, c'est l'endroit où ils vivent. Leurs maisons, appelées Rumah Tinggi, sont construites sur un seul arbre vivant, à une hauteur pouvant dépasser les 30 mètres au-dessus du sol. Pour y accéder, il faut grimper le long d'un tronc taillé en escalier, sans corde, sans rampe, sans aucun filet de sécurité. Des familles entières, y compris les bébés et les personnes âgées, passent toute leur vie suspendues dans les airs, bien au-dessus de la cime des arbres voisins. La raison de cette construction n'est pas d'ordre esthétique, c'est la peur. Pour les Korowai, le sol n'est pas seulement un endroit humide, grouillant d'insectes et de serpents. C'est le territoire de présences invisibles, mais perceptibles. Des esprits maléfiques qui, selon leur vision du monde, se déplacent surtout près du sol, à la recherche de ceux qui restent en bas lorsque la nuit tombe. Plus une famille vit en hauteur, plus elle est éloignée de ces présences, et des clans rivaux qui rôdent également dans les broussailles. C'est pourquoi, lorsque le soleil se couche sur la forêt de Papouasie, il se passe quelque chose qu'aucun autre peuple de cette liste ne fait. Les escaliers disparaissent. Chaque famille retire le tronc qui relie sa maison au sol, laissant l'habitation complètement isolée de l'extérieur jusqu'à l'aube. Si quelqu'un n'a pas réussi à monter à temps, il n'y a pas de seconde chance cette nuit-là. Il devra rester en bas, à l'endroit que toute la tribu redoute le plus, en attendant que le jour se lève pour que quelqu'un redescende l'échelle.
Car c'est là une autre caractéristique qui rend les Korowai si isolés, même entre eux. Il n'existe pas de peuple Korowai uni. Il existe des dizaines de clans dispersés dans la jungle, chacun avec son propre territoire. Et pendant des générations, les contacts entre clans voisins ont été minimes, voire carrément hostiles. Certains groupes, dans des zones encore plus reculées à l'intérieur de la jungle, n'ont jamais eu de contact, ni même avec d'autres Korowai de clans différents, et encore moins avec qui que ce soit du monde extérieur. Leur alimentation repose presque entièrement sur le sagou, un palmier dont ils extraient un amidon qui constitue la base de leur régime alimentaire, ainsi que sur la chasse aux sangliers et la pêche dans les rivières qui traversent la forêt. Ils ne cultivent pas de champs tels que nous les connaissons. Leur garde-manger, c'est la forêt tout entière. Pendant des décennies, divers explorateurs et missionnaires ont rapporté que certains clans Korowai pratiquaient un rituel extrême à l'encontre de ceux qu'ils considéraient comme des sorciers, des personnes qu'ils accusaient de provoquer des maladies ou des décès au sein du clan par le biais de la magie noire. Des anthropologues ayant vécu parmi eux ont documenté cette croyance comme un élément central de leur système judiciaire traditionnel, une pratique qui a aujourd'hui considérablement diminué sous la pression des missionnaires et du gouvernement indonésien, et qui, dans les zones un peu plus exposées au contact extérieur, a pratiquement disparu. Les premiers explorateurs qui ont réussi à pénétrer sur leur territoire dans les années 1970 et 1980 ont décrit une situation que l'on pouvait rarement observer chez aucun autre peuple de la planète à cette époque. Des gens qui n'avaient jamais vu d'autres êtres humains en dehors de leur propre clan, qui ignoraient totalement l'existence d'autres pays, d'autres races ou de toute technologie plus avancée qu'une hache en pierre. Aujourd'hui, certains clans Korowai situés près des principaux cours d'eau ont déjà des contacts occasionnels avec des touristes et des missionnaires. Mais on estime qu'il existe encore, au cœur de la jungle, des familles qui ne sont jamais descendues de leurs arbres pour rencontrer quiconque n'appartenant pas à leur propre lignée. Vous imaginez-vous vivre dans les hauteurs en craignant qu'en bas se cache une créature capable de vous tuer? Racontez-nous cela dans les commentaires. La tribu suivante de cette liste défie quelque chose d'encore plus difficile à changer, le métabolisme humain lui-même. En Tanzanie, il existe un peuple qui vit exactement de la même manière depuis plus de 50 000 ans et qui a démontré qu'une grande partie de ce que nous croyions savoir sur le corps humain moderne était erroné. Numéro 6. Les Hadza, la tribu qui vit comme il y a 50 000 ans. Au cœur de la Tanzanie, au bord d'un lac isolé, vivent environ 1300 personnes qui constituent peut-être le reflet le plus fidèle de la façon dont vivaient tous les êtres humains avant l'apparition de l'agriculture, des villes et de la civilisation telle que nous la connaissons. Les Hadza sont l'une des dernières sociétés de chasseurs-cueilleurs purs qui subsistent sur Terre. Ils ne cultivent pas. Ils n'élèvent pas d'animaux. Ils ne stockent pas de nourriture. Ce qu'ils chassent ou cueillent chaque jour, ils le mangent, le jour même. Chaque matin, ils se réveillent sans savoir ce qu'ils vont manger. Et ils vivent ainsi, sans interruption, depuis plus de 50 000 ans. Pendant des décennies, les scientifiques ont supposé que ce mode de vie devait entraîner une dépense énergétique considérable. Qu'aller chasser, marcher des kilomètres et grimper aux arbres brûlerait bien plus de calories que la vie d'un employé de bureau occidental. Cela semblait logique. C'était complètement faux. En 2012, une équipe de scientifiques s'est rendue en Tanzanie pour mesurer avec précision les calories brûlées chaque jour par les Hadza. Les résultats étaient si inattendus qu'ils ont tardé à les publier, craignant que personne ne les croie. Les Hadza brûlaient exactement le même nombre de calories par jour qu'un adulte occidental sédentaire. Pas plus. Exactement le même. L'explication est surprenante. Lorsque le corps bouge davantage, il ne dépense pas plus d'énergie au total, mais il la réorganise. Il consacre moins de ressources aux processus qui nous rendent lentement malades, comme l'inflammation interne. C'est comme si le mouvement constant désactivait les mécanismes qui détruisent le corps de l'intérieur.
Leur alimentation se compose de ce que la terre leur offre chaque jour. Miel sauvage, baies, tubercules, viande de gibier. Ils n'ont ni horaire ni recette. Et pourtant, leurs corps sont dans un état physique que la plupart des Occidentaux n'atteignent même pas dans leurs meilleures années. Leur microbiote intestinal, cette communauté de bactéries qui vit dans notre intestin et qui contrôle une grande partie de notre santé, est le plus diversifié jamais enregistré chez une population humaine. Des centaines d'espèces bactériennes qui ont complètement disparu de l'intestin des personnes vivant dans les villes modernes. Les Hadza n'ont pas de chef. Ils n'accumulent pas de biens. Si quelqu'un trouve du miel, il le partage le soir même. Si quelqu'un chasse un gros animal, tout le campement mange. Leur isolement géographique, loin de toute route principale, est précisément ce qui leur a permis de conserver ce mode de vie presque intact plus longtemps que presque tout autre peuple d'Afrique. Si vous pensez que les Hadza défient la science, attendez de découvrir la tribu suivante de cette liste. Car au cœur de la forêt amazonienne de l'est de l'Équateur, vit un peuple qui a refusé tout contact avec l'extérieur pendant des générations, et dont le sang révèle des secrets que la médecine moderne n'a pas encore tout à fait compris. Numéro 5. Les Waorani, les guerriers isolés de l'Amazonie. Au cœur de la forêt amazonienne de l'est de l'Équateur, dans l'un des écosystèmes les plus riches en biodiversité de la Terre, vit l'un des peuples les plus énigmatiques de la planète, les Waorani. Un peuple ancestral qui, jusqu'à il y a quelques décennies, n'avait eu aucun contact avec le monde extérieur. Chasseurs et cueilleurs, ils ont repoussé pendant des générations toute approche de la part des missionnaires, des colons ou même d'autres tribus voisines, guidés par une vision du monde en totale harmonie avec la forêt qui les entoure. Le nom Waorani signifie « le vrai peuple », et jusqu'au milieu du XXe siècle, ils n'avaient eu aucun contact pacifique avec le monde extérieur. Pendant des siècles, tout étranger s'approchant de leur territoire était accueilli par une défense si ferme qu'aucun étranger ne parvenait à s'y installer. Cette fermeté, plus qu'une agressivité, était la manière dont tout un peuple protégeait la seule chose qu'il possédait, sa forêt et son mode de vie. Les Waorani ne cultivent pas la terre et n'élèvent pas d'animaux domestiques au sens occidental du terme, car ils considèrent que la forêt leur fournit tout ce dont ils ont besoin: nourriture, remèdes, abri et sagesse. Ils chassent les singes avec les mêmes arcs et flèches empoisonnés au curare qu'ils utilisent depuis des millénaires, un poison végétal qu'ils appliquent sur leurs flèches pour chasser avec une grande efficacité. L'un de leurs rituels les plus marquants concerne les plus jeunes. Les garçons et les filles âgés de 7 à 12 ans sont emmenés vivre quelque temps en solitaire dans la forêt, dans le cadre d'une expérience qu'ils considèrent comme essentielle à leur formation. Une épreuve qui les aide à développer leur autonomie et à comprendre que la forêt est bien plus qu'un simple lieu. C'est un être vivant avec lequel il faut apprendre à cohabiter. Les adultes veillent de près sans que les enfants s'en rendent compte. Ainsi, même si cette tradition peut paraître extrême vue de l'extérieur, elle met rarement leur vie véritablement en danger. Il est également courant chez les Waorani d'élever temporairement des animaux orphelins de la forêt, tels que des singes, des toucans ou même de petits jaguars, au sein de la famille, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à retourner dans leur habitat naturel. Pour eux, ce n'est pas un caprice. C'est une manière de maintenir l'équilibre avec un environnement qu'ils considèrent comme sacré. Parmi leurs croyances les plus fascinantes figure celle de la paternité partagée. La conviction qu'un bébé peut hériter des qualités de plusieurs hommes différents, si la mère a entretenu des relations avec eux pendant sa grossesse, ce qui, dans leur culture, est interprété comme un moyen de donner à l'enfant plus de force et de sagesse. En 1956, un groupe de missionnaires américains dirigé par Jim Elliot a tenté d'établir le premier contact pacifique avec les Waorani, dans le but de leur transmettre leur message de foi. Cette rencontre, après des mois de préparation et de bonnes intentions de part et d'autre, s'est soldée par une tragédie pour les missionnaires, dans un épisode qui est devenu l'un des récits de contacts ratés les plus connus du XXe siècle. Un rappel de la difficulté qu'il y avait, pour un peuple qui avait toujours vécu isolé,
à comprendre les intentions de ceux qui venaient d'un monde complètement différent. Cet isolement si prolongé a également laissé une empreinte biologique. Des études génétiques récentes ont identifié chez certains Waorani une variation peu commune liée à une incidence moindre de certains types de cancers et de maladies cardiovasculaires, ce que les chercheurs attribuent au fait que des générations entières ont vécu sans être exposées à l'alimentation transformée ni à la sédentarité du monde moderne. Aujourd'hui, bien que la plupart des clans Waorani entretiennent désormais une certaine forme de contact avec le reste de l'Équateur, on pense qu'il existe encore des familles dans les zones les plus reculées de leur territoire qui continuent d'éviter totalement tout contact avec l'extérieur. Pensez-vous que vous seriez capable de survivre ne serait-ce qu'une semaine dans la jungle comme ces enfants Waorani? Dites-le nous dans les commentaires. La tribu suivante de cette liste porte cet isolement à un niveau qui se mesure en dizaines de milliers d'années, et non en générations, car c'est en Afrique australe que vit le peuple le plus ancien de toute l'humanité. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à Monde sans censure, faites-le dès maintenant, car sur notre chaîne, vous allez découvrir des peuples et des lieux que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Numéro 4. Les 100, les humains les plus anciens de la planète. Dans le sud de l'Afrique, à travers les déserts du Botswana, de la Namibie et de l'Afrique du Sud, vit le peuple le plus ancien de la Terre. Pas au sens figuré, au sens génétique et littéral. Les San, également connus sous le nom de Bushmen, constituent la lignée humaine ininterrompue la plus ancienne qui existe. Leur ADN s'est séparé de celui du reste de l'humanité il y a plus de 150 000 ans. L'ensemble de l'humanité actuelle descend d'une branche qui s'est séparée d'eux. Les San sont, en termes génétiques, les ancêtres de toute l'humanité. Les San sont des chasseurs-cueilleurs qui vivent dans le désert du Kalahari depuis plus de 150 000 ans, sans avoir besoin de quoi que ce soit que le désert ne puisse leur fournir. Leurs talents de pisteurs sont scientifiquement prouvés. Ils peuvent suivre la trace d'un animal blessé pendant 3 jours à travers un terrain aride sans perdre sa piste. Ils peuvent identifier quel animal est passé à un endroit donné, depuis combien de temps, s'il était blessé ou calme, et dans quelle direction il se déplaçait, tout cela en observant des empreintes dans le sable que n'importe qui d'autre ne verrait même pas, même en marchant dessus. Mais leur caractéristique la plus extraordinaire ne réside pas dans leurs pieds, elle réside dans leur bouche. Les San parlent l'une des langues les plus anciennes et les plus complexes jamais répertoriées par la linguistique. Leur langue repose sur des claquements et des clics qui n'existent dans aucune autre langue humaine connue. Pour une oreille occidentale, elle est presque impossible à distinguer et presque impossible à reproduire. Leur isolement géographique au cœur du désert du Kalahari, l'un des environnements les plus hostiles de la planète, a constitué pendant des dizaines de milliers d'années leur meilleure protection. Peu de peuples ont jamais voulu leur disputer un territoire aussi difficile à vivre, ce qui leur a permis de conserver leur mode de vie presque intact pendant une période qu'aucune autre culture humaine ne peut égaler. Au cours du XXe siècle, les gouvernements du Botswana et de l'Afrique du Sud ont mené des campagnes visant à les expulser de leurs terres ancestrales et à les contraindre à vivre dans des campements modernes. Les San ont presque tout perdu. Et pourtant, ils ont survécu. Aujourd'hui, certains groupes ont récupéré une partie de leur territoire grâce à des batailles juridiques qui sont allées jusqu'aux cours suprêmes de leur pays. Ils continuent à pratiquer la traque. Ils continuent à parler en claquant la langue. Ils continuent à transmettre un savoir qui a mis 150 000 ans à se construire. Si cette liste vous laisse déjà sans voix, mettez un « j'aime » dès maintenant, car il reste encore 3 tribus, et celle qui clôt cette vidéo recèle l'un des mystères les plus difficiles à expliquer de toute l'histoire de l'humanité. Mais avant cela, nous nous rendons dans la forêt amazonienne brésilienne, où vit un peuple dont presque personne n'est certain de l'existence, car personne n'a jamais réussi à le voir en face à face. Numéro 3. Les Kawaiva, le peuple fantôme que personne n'a jamais vu. Au cœur de la forêt amazonienne brésilienne, dans l'état du Mato Grosso,
vit un peuple si isolé que l'on ne sait même pas avec certitude comment il se nomme lui-même. Les chercheurs brésiliens les appellent les Kawaiva, un nom générique, car il n'y a jamais eu de véritable contact permettant de leur poser la question. Il n'existe aucune photographie nette de leur visage. On ne dispose d'aucun recensement indiquant combien de personnes composent ce peuple. Tout ce que l'on sait d'eux provient de campements abandonnés découverts par la FUNAI, l'agence brésilienne chargée de protéger les peuples autochtones. Des feux encore chauds, des abris de feuilles construits à peine quelques jours auparavant, des outils laissés sur place lors de leur fuite. Car c'est cela qui définit les Kawaiva plus que toute autre chose. Ils vivent en fuite. Leur territoire est envahi depuis des décennies par des bûcherons illégaux et des éleveurs qui s'enfoncent dans la forêt. Et les Kawaiva, plutôt que de les affronter, se déplacent sans cesse d'un endroit à l'autre pour éviter toute rencontre. On estime qu'ils se déplacent plusieurs fois par an, toujours quelques pas en avance sur la déforestation qui se rapproche de leur territoire. En 2011, une équipe de la FUNAI a réussi à filmer depuis un hélicoptère l'une des rares vidéos existantes montrant des membres de cette tribu, quelques silhouettes courant entre les arbres, transportant le peu qu'elles pouvaient emporter, s'éloignant du bruit des pales. Ces images restent aujourd'hui pratiquement tout ce que le monde extérieur ait jamais vu d'eux. Leur isolement n'est pas un choix culturel transmis de génération en génération, comme c'est le cas pour d'autres tribus de cette liste. Il s'agit d'une stratégie de survie face à une menace réelle et actuelle. Chaque aire protégée que le gouvernement brésilien parvient à créer pour eux intervient, presque toujours, après que la moitié de leur territoire d'origine a déjà été détruite. Les anthropologues qui étudient les traces qu'ils laissent estiment qu'il ne resterait plus qu'une dizaine de personnes, ce qui fait des Kawaiva l'un des peuples isolés les plus menacés de toute la planète. Il suffirait d'une seule maladie importée, d'un seul conflit avec des envahisseurs de leur territoire, pour les faire disparaître complètement. Si les Kawaiva vous ont donné l'impression qu'il existe des peuples que le monde connaît à peine, la tribu suivante de cette liste démontre que l'isolement, en plus de dissimuler, peut également transformer le corps humain lui-même. Numéro 2. Les Baka, le peuple que la forêt a décidé de réduire. Dans les forêts tropicales d'Afrique centrale, où les arbres atteignent 30 mètres de haut et où la végétation est si dense que le soleil peine à atteindre le sol, vit un ensemble de peuples qui, depuis des milliers d'années, défie l'une des règles les plus fondamentales de la biologie humaine. Les Baka, aux côtés d'autres groupes tels que les Aka et les Mbuti, historiquement connus sous le nom de pygmées, sont les êtres humains les plus petits de la planète. Un adulte Baka mesure en moyenne entre 150 et 155 cm. Mais ce qui est vraiment extraordinaire, ce n'est pas leur taille. C'est la raison pour laquelle ils sont ainsi. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que leur petite taille était simplement due à la malnutrition ou à l'isolement. Puis une théorie plus intéressante a fait son apparition. Ils seraient petits pour mieux se déplacer dans la jungle dense, pour grimper aux arbres avec plus d'agilité et pour survivre avec moins de calories dans un environnement où la nourriture n'est pas toujours abondante. Mais la science est allée plus loin. Des études génétiques ont révélé que les Baka ne naissent pas petits. À la naissance, leur taille est tout à fait normale par rapport à celle de n'importe quel autre bébé humain. C'est à l'adolescence que l'extraordinaire se produit. Alors que les autres enfants du monde connaissent la poussée de croissance qui les mène à leur taille adulte, le corps des Baka ralentit tout simplement. Ils cessent de grandir. Comme si la jungle avait programmé dans leur code génétique un signal disant « ça suffit, tu n'as pas besoin de plus ». Les chercheurs ont constaté que ce freinage est lié à des taux très faibles d'un facteur de croissance appelé IGF, un pendant la puberté. Il ne s'agit ni d'une carence ni d'une maladie. C'est une adaptation inscrite dans leur génome après des milliers d'années de sélection naturelle dans la jungle. Cette même jungle où, dans ces mêmes régions, on trouve également des éléphants, des buffles et des hippopotames plus petits que leurs congénères d'autres écosystèmes. Les Baka sont par ailleurs d'extraordinaires grimpeurs. Leurs pieds possèdent une souplesse et une adhérence qu'aucune autre population humaine ne possède,
ce qui leur permet d'escalader des arbres verticaux de manière presque surnaturelle pour récolter du miel, des fruits ou des œufs. Leur isolement au cœur de la forêt la plus dense d'Afrique centrale a été, pendant des milliers d'années, à la fois leur refuge et leur malédiction. Un refuge, car presque aucun autre peuple n'a jamais voulu leur disputer un territoire aussi fermé et difficile à parcourir. Une malédiction, car aujourd'hui, avec l'arrivée de l'exploitation forestière légale et illégale dans ces mêmes forêts, de nombreux groupes Baka sont contraints de quitter un environnement auquel leur corps s'est adapté depuis des générations. Ils entretiennent en outre l'une des relations les plus profondes avec la forêt jamais documentée chez aucun autre peuple sur Terre. Ils ne la considèrent pas comme une ressource. Ils la considèrent comme un être vivant avec lequel ils cohabitent et auquel ils doivent du respect, avec des rituels spécifiques pour demander la permission avant de chasser et pour remercier après avoir trouvé du miel. Pensez-vous que la petite taille puisse constituer un avantage évolutif, ou tout le contraire? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. Si tu penses que l'adaptation des Baka est extraordinaire, la tribu qui clôt cette liste pousse le concept d'isolement dans un domaine que même la science occidentale n'a pas encore réussi à expliquer entièrement. Car dans l'un des déserts les plus hostiles d'Afrique, vit un peuple qui, selon de nombreux chercheurs, connaissait l'existence d'une étoile invisible à l'œil nu, bien avant qu'aucun télescope au monde ne puisse le confirmer. Numéro 1. Les Dogons, le peuple qui connaissait une étoile invisible. Au sud-est du Mali, dans la région du Sahel, s'étend sur près de 200 km une muraille naturelle de roches, les falaises de Bandiagara. Un paysage de falaises verticales, de plateaux et de grottes, dans l'un des environnements les plus rudes et les plus extrêmes d'Afrique, marqué par des sécheresses prolongées, une chaleur torride le jour et un froid intense la nuit. C'est là, sur les flancs de ces falaises, que vivent les Dogons depuis plus de 700 ans, dans des villages qu'ils ont eux-mêmes choisi de construire à un endroit où très peu de peuples auraient décidé de s'installer. Et ce choix n'était pas le fruit du hasard. Les Dogons se sont réfugiés à Bandiagara pour échapper à l'islamisation forcée et aux conflits qui ont ravagé pendant des siècles les plaines plus accessibles de la région. La falaise, avec son relief quasi infranchissable, est devenue leur meilleure défense. Difficile à escalader pour tout envahisseur, elle offre des grottes naturelles qui servent d'abri frais face à la chaleur extrême du Sahel, ainsi qu'une position surélevée leur permettant de surveiller le moindre mouvement à des kilomètres à la ronde. Plus le terrain était accidenté, plus ils se sentaient en sécurité. Cet isolement géographique, maintenu pendant des générations, est précisément ce qui a permis aux Dogons de conserver presque intact un système de connaissances qui suscite encore aujourd'hui des débats parmi les scientifiques du monde entier. Selon leur tradition, les êtres humains descendent des Nomos, des divinités qu'ils associent à l'étoile Sirius, la plus brillante du ciel nocturne. Sirius fait partie d'un système stellaire binaire, c'est-à-dire qu'elle possède une étoile compagnon beaucoup plus petite et plus faible, appelée Sirius B, invisible à l'œil nu et extrêmement difficile à détecter, même à l'aide d'instruments optiques. Ce qui a suscité tant de débats, c'est que la tradition orale Dogon, documentée par des anthropologues dès le XXe siècle, décrivait l'existence de cette étoile compagnon ainsi qu'une partie de son comportement orbital, à une époque où la majorité de la population n'avait pas encore accès aux publications astronomiques occidentales sur le sujet. Cette compréhension des cycles stellaires, qu'elles soient réelles ou transmises par d'autres voies qui font encore l'objet de débats, a toujours été liée à un aspect très concret, la survie agricole dans l'un des environnements les plus extrêmes de la Terre. Les Dogons utilisent la position et le mouvement des astres pour planifier les semailles, les récoltes et leurs principaux rituels, dans une région où se tromper de saison peut signifier souffrir de la faim. Dans le cadre de leur rite de passage à l'âge adulte, les jeunes Dogons, généralement âgés de 11 à 15 ans, s'enferment dans des grottes situées au sommet des falaises pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans un isolement et un silence quasi absolu, ne se nourrissant que d'herbes, de racines et d'eau rituelle. Cette initiation, connue sous le nom de Sigui,
met à l'épreuve leur endurance physique et mentale, et est considéré comme le moment où ils apprennent à interpréter les signes de la nature et du ciel, qui guideront le reste de leur vie d'adulte. Dans leur cosmovision, les jumeaux occupent une place sacrée. Considérés dès leur naissance comme porteurs de chance et de protection, ils sont également perçus comme des intermédiaires privilégiés entre le monde spirituel et la vie quotidienne. Dans certains villages, même les serpents sont vénérés et vivent à proximité des habitations, considérés comme les gardiens de secrets ancestraux. Aujourd'hui, avec des routes qui s'approchent de plus en plus de Bandiagara et un nombre croissant de jeunes Dogons émigrant vers des villes comme Bamako ou Mopti, cet isolement qui a protégé leur savoir pendant des siècles s'amenuise de génération en génération. Et avec lui, on perd probablement aussi une partie de ce que nous n'avons pas encore fini de comprendre sur la manière dont ils en sont venus à savoir ce qu'ils savaient. Parmi toutes les tribus que vous avez vues dans cette vidéo, laquelle vous a le plus surpris? Dites-nous pourquoi dans les commentaires. 9 peuples. 9 façons totalement différentes de survivre dans les coins les plus reculés de la planète. Et dans tous les cas, la même conclusion. L'isolement ne les a pas affaiblis. Il les a transformés. Car lorsqu'un peuple passe des milliers d'années dans une solitude totale, sans se mélanger, sans aide extérieure, sans aucun recours aux facilités modernes, la nature commence à faire quelque chose que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais dans leur propre corps. Elle commence à le remodeler. Et si vous pensez que ce que vous avez vu jusqu'à présent est extrême, ce n'est que le début. Car il existe une tribu chez laquelle l'isolement n'a pas seulement changé son mode de vie, mais quelque chose de bien plus profond. La façon dont son esprit appréhende le repos, le temps, et même qui vous êtes chaque jour. Imaginez vivre avec la conviction qu'un sommeil profond peut vous tuer, que la personne qui ferme les yeux le soir n'est pas la même que celle qui les ouvre le matin. Cette tribu existe bel et bien, et elle survit depuis des milliers d'années, en dormant presque jamais. Ne manquez pas la prochaine vidéo de Monde sans censure, car nous y ferons la connaissance des Pirahun, cette tribu qui ne dort pas par crainte de ne pas se réveiller.